Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal de TNTV. Très heureuse de vous retrouver ce soir et toutes nos excuses pour ce léger retard. Voici les titres de ce lundi. Le combat et le courage de Mataveï, âgé de 5 ans. Le petit garçon est atteint d'une tumeur au cerveau et va s'aner en urgence mi-août. Il se bat contre la maladie aux côtés de sa maman. Ensemble, ils ont aussi dû faire face aux difficultés administratives. Parcours et témoignages au début de ce journal. La France se retrouve à nouveau sans Premier ministre. François Bayrou a perdu son pari pour un vote de confiance. 364 députés ont voté contre, un renversement sévère et un travail parlementaire de nouveau perturbé. Nos élus polynésiens redoutent de nouveaux blocages. Leur réaction ce soir suivie de l'analyse en plateau du politologue Semir Alouardi. Il est notre invité. Le Forum des îles du Pacifique s'est ouvert officiellement ce lundi à Honiara, au Salomon. Pour l'occasion, 2 pirogues traditionnelles ont accosté sur l'île mélanésienne de Guadalcanal. Une arrivée symbolique qui porte l'urgence climatique au cœur de ce forum. Nous évoquerons également ce défi sportif pour la bonne cause qui a tourné court en raison du mauvais temps. André Vory et son équipage ont dû rebrousser chemin ce dimanche alors qu'ils entamaient le pari fou de rallier Tahiti à Bora Bora en Va'a. Les rameurs sont sains et saufs et ils ne sont pas prêts à abandonner. On l'entendra avec vous, André Vory, votre témoignage dans un instant. Son histoire a ému la Polynésie, celle de Mataveï, 5 ans, atteint d'une tumeur au cerveau. Nous avons suivi le parcours de ce petit garçon et va s'aner à Paris. Un petit garçon courageux qui se bat contre la maladie aux côtés de sa maman, Teura, qui elle aussi doit faire face aux difficultés administratives. C'est un reportage signé Wallis Glaise et Pierre Lamarque. Mataveï a 5 ans et c'est un grand. D'un uppercut, d'un direct, il se bat pour vaincre celle qui l'attaque. Le petit garçon est atteint d'une tumeur au cerveau. Il est arrivé le 13 août dernier en urgence en évacuation sanitaire. Dès son arrivée, le petit garçon a subi une série de tests. Il a fallu dans un premier temps trouver un logement avant l'opération. Les imprévus et les démarches administratives dans divers lieux et services sont source de stress supplémentaire. Au niveau paperasse, c'était pas facile parce que on connaît pas la procédure ici en France dans chaque hôpital. Tu arrives, tiens, tu prends ton papier, tu descends là-bas et toi tu sais pas, tu te renseignes, tu mets du temps quand tu arrives à t'enregistrer parce que tu connais pas. Ici, au Rosier Rouge, en région parisienne, un hébergement réservé à des personnes en soins, Mataveï est au centre de toutes les attentions. Le rassurer, l'encourager, Teura met tout son cœur dans son rôle de maman. Je suis fière de toi, tu es un champion. Même papa, c'est mamie, tout le monde est content après toi, tu sais ça? L'énergie débordante du petit garçon est souvent freinée par la fatigue, mais qu'importe, Mataveï ne lâche rien, sa mère est fière. On est fiers de lui, toute la Polynésie est fière de lui. Il est courageux parce que je vois tous les examens qu'il fait. Il est fort, hein. Il est vraiment fort et je suis fière de lui. À l'âge de l'insouciance, le petit héros polynésien sait qu'il y a des batailles avec au bout de magnifiques victoires. Voilà tout notre courage à ce petit garçon, à sa maman et ainsi qu'à toute sa famille. En politique, maintenant, pas de surprise pour François Bayrou. Le Premier ministre a perdu son pari. L'Assemblée nationale a dit non à une large majorité au vote de confiance. Il devra donner sa démission et celle de son gouvernement. Une crise politique qui met à nouveau à mal les dossiers parlementaires. Au Fénois, les élus sont inquiets, mais tous sont unanimes. Manuel Valls doit rester aux commandes des Outre-mer. Thomas Chabrol, Jeanne Tinoroy. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Le gouvernement Bayrou est tombé et les dossiers en cours entre les ministères de la Polynésie et ceux de France devront probablement être réexpliqués face à de nouveaux interlocuteurs.
Pour assurer une continuité, les élus du Fénois ont un souhait, celui de voir Manuel Valls reconduit aux Outre-mer. Depuis 2023, la députée Merléane Arred-Arbelot a déjà défendu des dossiers devant 5 ministres différents. Je trouvais que le ministre Manuel Valls était assez impliqué dans ces dossiers. La Polynésie est finalement un bon élève en ce moment puisqu'il était plus préoccupé par la Nouvelle-Calédonie Kanaki et par ce qui se passait à Mayotte. Mais j'espère que ce soit Manuel Valls ou un autre ministre, qu'il se penchera un peu sur nos difficultés aussi. Même préférence pour Moetai Brotherson depuis les îles Salomon où il participe au Forum du Pacifique. Nucléaire, santé ou encore éducation, autant de thématiques qu'il espère remettre rapidement sur la table du prochain gouvernement central. Je pense qu'on a été entendu sur pas mal de sujets et le fait qu'on ait un ministre d'État qui soit ministre plein exercice pour les Outre-mer, j'ai trouvé que c'était un progrès par rapport à la situation antérieure. Mouerani Frebo, seul député polynésien à avoir voté pour la confiance, plaide aussi pour un retour de Manuel Valls aux Outre-mer. Le ministre s'est engagé par écrit sur la transition énergétique en Polynésie, sur l'extension de la péréquation pour l'électricité. On a eu également des avancées concrètes sur la sanctuarisation de l'aide au logement étudiant. Nous avons commencé avec Manuel Valls à travailler sur l'ouverture d'un CRUS en Polynésie. L'instabilité que traverse l'Hexagone inquiète les élus polynésiens, eux-mêmes passés par là. Le sénateur Tevaro Fritsch évoque une voie sans issue en attendant les prochaines présidentielles. Il en appelle aux députés pour sortir des clivages en faveur d'une entente nationale. Ici encore, le nom de Manuel Valls est plébiscité. Ça ne va pas être évident. Alors nous autres parlementaires, on jouera notre rôle évidemment, d'aller refrapper aux portes, de nous présenter aux futurs dirigeants de la nation. Je trouve personnellement que Manuel Valls a fait un sacré boulot en tant que ministre des Outre-mer. Lorsqu'il était arrivé en fonction, il avait rétabli déjà le budget des Outre-mer qui était amputé à ce moment-là. En attendant de savoir qui reprendra les affaires ultramarines, Emmanuel Macron prend acte de la chute de François Bayrou. Il nommera un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Samir El-Ouardi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes politologue et professeur des universités. Alors on vient de le voir, François Bayrou a perdu son pari. En 9 mois, 2 premiers ministres sont tombés successivement. Est-ce qu'on peut dire que la crise politique s'installe durablement en France ? Alors, en fait, la crise politique en France a commencé à s'installer à partir du moment où le président de la République a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale l'an passé. Il est évident que c'était une décision qui n'a pas été comprise ni d'ailleurs par son gouvernement de l'époque, ni par le peuple français. Et dès lors, on se retrouve avec aucune majorité et des extrêmes qui s'affrontent de façon brutale. Donc, on est parti pour un bon moment où il reste à peine 18 mois pour les élections présidentielles. Et donc, de trouver une coalition, ce sera très difficile. Pour une raison très simple, c'est que la Ve République, c'est un système majoritaire et que donc les partis politiques en France n'ont pas la culture de la coalition, contrairement à l'Allemagne ou à d'autres pays en Europe. Dès lors, ils s'entendent très difficilement et n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un plan, un programme de gouvernement. Il ne faudrait pas passer à une 6e République ? Alors, ce n'est pas la question de toute façon maintenant, mais le président de la République avait 2 solutions. Soit il prononçait la dissolution, soit il nommait le Premier ministre. Or, il a déjà balancé son communiqué, il nomme un Premier ministre. Alors, pour le moment, parce qu'après, il peut changer évidemment de décision, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'élection, mais il faudra qu'il trouve un Premier ministre qui puisse tenir encore au moins les 18 mois. Alors, qui pour faire consensus ? Les prétendants ne manquent pas, mais... Alors, les prétendants ne manquent pas. De Gaulle avait déjà dit à l'époque le nombre de personnes qui voulaient le remplacer était quand même assez important. Les prétendants ne manquent pas, mais en même temps, c'est un piège, parce qu'à 18 mois d'une élection présidentielle, celui qui va devenir Premier ministre, est-ce qu'il ne risque pas, justement, après d'échouer à la présidentielle ? Parce que on pense toujours à ça. Les dirigeants des partis politiques, quand ils accèdent au pouvoir, ils ont derrière, évidemment, une carrière politique à terminer. 18 mois et la démission d'Emmanuel Macron, c'est en tout cas ce qu'on entend par les Français majoritairement, et certains de nos députés ne s'en sont pas cachés non plus. Est-ce que sous la pression populaire, ce scénario pourrait être envisagé ? Absolument pas, parce que le président de la République va terminer son mandat. 18 mois, de toute façon, c'est très court. Et quels que soient les événements, notamment ceux
les événements du 10 septembre sont attendus. Blocage ou pas blocage, le président de la République est le seul à pouvoir décider et il restera certainement. Alors en attendant, le travail parlementaire est à nouveau suspendu, freiné par ce renversement. Quelles conséquences selon vous pour la Polynésie, pour les dossiers polynésiens? Alors, il faut comprendre qu'il y a une continuité de l'État. Donc ça veut dire que tous les transferts qu'il y a de métropole à la Polynésie française vont être maintenus, tous les différents contrats seront maintenus. Donc pour la Polynésie française, il n'y a pas de problème. Les échanges et les transferts se maintiendront. En revanche, si on parle de l'Océanie, le problème va se poser pour la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Bougival a été publié dans le journal officiel. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, tout simplement parce qu'il y a toute une continuité. Il y a la loi constitutionnelle, la loi organique, etc. etc. Et aujourd'hui, eh bien, tout dépend qui sera ministre d'Outre-mer, qui sera Premier ministre, quelle voix sera donnée justement à la Calédonie, parce que s'il y avait eu un consensus global sur les accords de Bougival, il n'y aurait pas eu de problème. Le problème ne se serait pas posé. On sait que l'UC est absolument contre, la FNKS, et donc le nouveau pouvoir pourra très bien recommencer à discuter, à peut-être faire sauter quelques verrous qui ont beaucoup déplu au FNKS. Donc on peut se retrouver avec une nouvelle négociation. Moi, je vous dis très clairement, on sait très bien qu'en Calédonie, passer en force, ça ne marche pas, ça entraîne les émeutes de l'année dernière. Et donc, Manuel Valls avait l'intention de passer plus ou moins en force maintenant, ce qui n'était pas tout à fait recommandable. Et on verra quelle est l'attitude, justement, du nouveau gouvernement. Du nouveau gouvernement. Manuel Valls pourrait-il être reconduit? C'est en tout cas, ici en Polynésie, le souhait des élus, on l'a entendu dans le reportage. Il peut être reconduit. Cela dépend évidemment du président de la République et du Premier ministre, c'est eux qui décident ensemble. Mais Manuel Valls ne dispose pas derrière lui d'un appareil politique, contrairement à d'autres. Et c'est pour cela qu'il est dans une position de faiblesse. Très bien. Alors, on a parlé donc de l'accord de Bougival. J'aimerais vous poser une autre question, Semir El-Ouardi, sur un autre sujet. Le Forum des îles du Pacifique s'est ouvert ce matin. 18 dirigeants océaniens participent à ce sommet. Au cœur des discussions, notamment les enjeux géostratégiques. Peut-on réellement peser face aux géants chinois? Alors, je dirais deux choses. D'abord, ça se passe aux îles Salomon. Les îles Salomon se sont rapprochées beaucoup de la Chine et ont été rappelées à l'ordre plusieurs fois par les autres États du Forum des îles du Pacifique. Alors, et face à la Chine, deuxièmement, eh bien, il y a l'Indo-Pacifique. Et l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien sûr la Polynésie française font partie de cet Indo-Pacifique. Donc, normalement, l'idée du Forum des îles du Pacifique, c'est une troisième voie. C'est ce qu'on appelle en anglais le hedging. Hedging, ça veut dire qu'ils travaillent avec les Chinois, mais ils travailleront aussi avec les États de l'Indo-Pacifique pour ne pas prendre position sur un enjeu mondial extrêmement complexe. Merci beaucoup, Semir El-Ouardi, d'avoir été notre invité ce soir. Comme un lointain écho de Hokulea et Fa'afafite, à l'autre extrémité du Pacifique, deux pirogues à voile traditionnelles ont accosté sur l'île mélanésienne de Guadalcanal. Une arrivée symbolique quelques heures avant le lancement du Forum des îles du Pacifique à Honiara. On vient d'en parler. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux au Salomon, Tiarinui Pahuiri et Mike Léral. Les uniformes se mêlent aux tenues traditionnelles en ce lundi, jour d'ouverture du Forum des îles du Pacifique. Et si ces îles sont reliées entre elles, c'est grâce aux vakas, les pirogues traditionnelles. Celles de Mélanésie paraissent moins taillées pour la haute mer que la majestueuse Hokulea. Ce vaka, Tepuke, parcourt le vaste archipel des Salomon et le directeur de l'association, un ancien médecin, est fier qu'il n'y ait que des jeunes à bord. Nous commençons à former notre jeunesse. Nous leur expliquons comment se préparer pour construire un vaka. Il faut d'abord faire le jardin. C'est la première chose que tu dois savoir avant de passer à de plus grandes choses. Si tu ne sais pas comment faire un jardin, tu ne peux pas construire un vaka. Quelques francophones se sont glissés dans l'équipage de l'autre vaka, Utoni Yalo, la sœur fidjienne de la pirogue tahitienne Fa'afafite. Ils souhaitent que 30% des eaux soient classées en aire marine protégée et qu'on s'appuie sur le savoir des populations du Pacifique. On souhaitait parler aussi de l'intégration des concepts autochtones dans la gestion. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur au pays. C'est d'ailleurs ce que je travaille avec le projet de
vision Canac de l'océan, c'est l'intégration des concepts de la gestion dans l'élaboration des politiques publiques. Une centaine de danseurs accueillent les deux vakas, Tepouké et Outoniyalo, sous le regard des 18 présidents et premiers ministres d'Océanie. Si le village Tamako a embarqué sur ce vaka, ce n'est pas seulement pour pratiquer la navigation aux étoiles. C'est aussi pour alerter des dangers du réchauffement climatique qui restreint la nourriture des Salomonais. C'est une jeune lanceuse d'alerte, Lidjela, qui a été choisie pour porter ce message. Nous avons parlé de nos îles qui sombrent. C'est la réalité du changement climatique. Nos îles s'enfoncent, nos coraux meurent, et ce sont les impacts que mon peuple subit déjà. Le message que nous apportons est simple mais urgent. Nous appelons nos dirigeants mondiaux à se tourner vers nous et à nous aider. Lidjela est persuadée que les dirigeants du Pacifique sauront entendre la voix de son petit village. Le cri des peuples d'Océanie qui refusent de disparaître. Et parmi les dirigeants du Pacifique de ce 54e forum, Moetei Broderson, le président du pays, a rencontré l'hôte de ce sommet océanien, le Premier ministre solomonais Jeremiah Manele. Après un échange de cadeaux, le président polynésien a souhaité bénéficier de l'expérience des Salomons sur les Jeux du Pacifique, puisque l'île de Guadalcanal les avait accueillis en 2023. Ils ont échangé sur le tourisme que Honiara peine à développer et sur les échanges scolaires. Les deux pays souhaitent aussi développer leurs échanges commerciaux. Elle est effective depuis la première heure ce lundi. La grève à l'Office des postes et télécommunications concerne les principales filiales de la structure, celle du courrier Farerata, mais aussi l'Internet, la téléphonie avec Onati et Vini et Marara Paiement. Une grève annoncée, mais pour l'heure, aucune perturbation à signaler. Les revendications portent principalement sur la préservation des emplois et la revalorisation des salaires. Les négociations entre les partenaires sociaux et la direction ont repris au siège de l'OPT en milieu d'après-midi. Pourrons-nous bientôt déguster des huîtres provenant de Raiatea? Dans la lagune de Fa'aroa, la production est en plein essor. Elle a même triplé en un an. Un développement dû notamment aux savoir-faire ancestraux, comme nous le montre Ronnie Moufat. Dans la lagune de Fa'aroa, l'huître d'élevage retrouve toute sa place. En seulement 12 mois, la production a été multipliée par 3. À l'origine de cette réussite, une poignée de passionnés comme Jelma, ostréicultrice. Aujourd'hui, on a maîtrisé sur la closerie pour les naissins. On est à 100% au niveau captage, 45% au niveau pré-grossissement. On a mis notre priorité sur les maladies, comme par exemple le polydora, et prioritairement être à l'écoute des sages. Car ici, l'huître fait partie de l'histoire. Les aînés se rappellent encore d'un lagon autrefois généreux. Les huîtres autrefois étaient bien plus grosses, pas comme aujourd'hui. Des huîtres énormes, comme ça, une fois nettoyées, et des huîtres bien grasses. Une renaissance qui surprend jusqu'aux élus locaux. Au départ, je n'étais pas tellement capté là-dessus. Bon, ce n'est qu'un projet, mais aujourd'hui, j'ai la certitude, j'ai vu. Je suis comme Saint-Thomas, j'ai vu ce qu'il a mis en place. Donc il faut développer. Ce que j'aime bien, c'est que ça va greffer avec nos projets. Et en plus, la remontée de la rivière avec les touristes, avec les kayaks, tout va se greffer au niveau de la culture. Pour accompagner ce développement, la commune prévoit d'octroyer une parcelle à terre afin de structurer la filière et pérenniser les activités. L'ouverture à la commercialisation est envisagée d'ici 2 ans. Le défi en Va'a était annoncé la semaine dernière, mais la traversée ne s'est pas passée comme prévu. André Vohi et des jeunes des quartiers s'étaient lancé le pari de rejoindre Bora Bora depuis Tahiti, soit 280 km à la rame. Si l'équipage s'est bien élancé ce dimanche à 4 h du matin, eh bien vers midi, la forte houle a obligé les rameurs à rebrousser chemin. Vous le voyez sur ces images, ils ont subi des crues allant jusqu'à 10 mètres, rendant malade la majorité des rameurs. Une épopée écourtée par la météo, mais un équipage sain et sauf. André Vohi, place à votre témoignage. Yaorana. Merci Sophie pour l'invitation. On vient juste d'arriver, un peu fatigué, mais... On imagine bien. Merci à vous en tout cas d'être là ce soir. Alors la houle, elle était donc plus forte qu'annoncée. C'est ça, sinon on n'aurait jamais pris la mer. Hein.
on est catégorique avec Mario, avec Ingrid et mon staff, Michel Vauhy. On ne met pas en danger hein, les jeunes des quartiers, même si on les entraîne depuis quelques mois, même si on les a poussés au-delà de leurs limites. Hein. On avait annoncé 3 mètres de creux arrière en plus, ou côté gauche. Hein. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le vent s'est soulevé vers midi, c'est ça? C'est ça, 11h. Donc lorsqu'on est passé de l'autre côté de Moria, hein, le Marahamou, venant de l'ouest, hein, est arrivé et j'ai jamais, je crois, vu une houle comme ça, qui est montée jusqu'à 10 mètres. Je dis 10 mètres, tout le monde va se dire, oui, c'est estimatif, c'est peut-être le moment, les frayeurs. Simplement, la description, c'est la pirogue B6 qui mesure 7 à 8 mètres. Elle faisait même pas la taille de la vague lorsqu'elle surfait. Il y a eu beaucoup de frayeurs sur place. Vous me parliez de rameurs malades. Non, franchement, là, on maîtrise la houle. C'est vrai que 10 mètres, mais c'était une houle longue, vraiment parfaite pour le surf. J'ai surfé les plus belles vagues de ma vie avec Tonton Mario et tous les autres. On en parle encore aujourd'hui, sauf que pour les jeunes des quartiers, les changements, le catamaran, c'était très difficile. C'était les changements qui manquaient. On ne pouvait pas tenir la nuit. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de rebrousser chemin. Vous êtes parvenu à retrouver le calme, tout le monde est sain et sauf? On est revenu sur Moria, si tu veux tout savoir. On voulait aller sur Huahine. On pouvait, avec le catamaran, aller sur Huahine, mais on aurait perdu notre pirogue. On ne pouvait pas remorquer la pirogue. Et cette pirogue-là, elle a fait les Marquises, elle a fait Mataïva, elle a fait partout où on est allé faire des records. On ne voulait pas la perdre. Donc on a mis fin à notre défi, on a ramené notre pirogue sur Tahiti et en même temps les jeunes sur Moria. Et vous me disiez plutôt, André, que c'est revenir pour mieux repartir. La prochaine expédition se prépare déjà. On ne peut pas laisser gagner l'Ice. On est parti pour... Parce qu'il faut le dire, c'était ma prochaine question, vous m'avez devancé, André. Le message de cette traversée, c'est la lutte contre l'ICE. Vous étiez présent samedi, justement, à cette grande marche, 6500 personnes, et vous, parmi elles, ce combat, c'est l'affaire de tous, et donc vous allez repartir. Oui, avec mes jeunes, il y a 2 qui sont anciens consommateurs d'ICE, qui veulent changer de vie, qui veulent montrer au monde que... Eh bien, même si on a consommé un jour, on peut sortir de là. Donc, on ne peut pas laisser gagner l'ICE. J'annonce à toute la Polynésie, on a vu avec le staff, à tous ceux qui ont eu le mal de mer, qui ont récupéré notre réunion de ce matin avant de revenir sur Tahiti, on repart le plus tôt possible. Une date prévue pour l'instant? Dès que le catamaran est libre. Très bien. Merci beaucoup, André, d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup pour tout. Et on referme ce journal par un mot sur la météo et cet appel à la prudence. Un minimum dépressionnaire évolue au nord-est de Reivave, entretenant des vents soutenus jusqu'à 120 km/h entre Reivave et Rapa, mais aussi des averses orageuses sur la région centre des Tuamotu. Le retour au calme est prévu demain mardi. Voilà, merci de votre fidélité au journal de TNTV. Juste après, retrouvez Toufenua Tohora, direction le Salon des jeunes artisans créateurs, suivi de l'émission Nos différences avec le portrait de Karel Luciani à 19h45. Retrouvez la série Les négociateurs. Enfin, enquête exclusive vous emmène ce soir à Madrid, la nouvelle capitale européenne de l'extravagance. On se quitte ce soir avec ces images de la cérémonie d'ouverture du Forum des îles du Pacifique. Les différentes cultures polynésiennes et mélanésiennes des îles Salomon ont convergé vers Honiara pour un spectacle haut en couleurs que je vous laisse apprécier. Excellente soirée à tous.